Alors, je m'appelle M. Alaoui Mohsin, ingénieur expert en tout ce qui est infrastructure routière et notamment tout ce qui est liant routier. Donc, tout ce qui lie les agrégats pour avoir les enrobés, etc. Donc, cette courte formation, ou bien ce séminaire, il est conçu par BTP Academy. Alors, BTP Academy, c'est juste une joint venture entre le cabinet Formassure, qui est active dans le domaine des formations, des séminaires, des expertises nationales et internationales, et aussi avec le cabinet ou bien l'agence de com Urbacom. Donc le joint venture, la combinaison entre les deux, on a conçu le BTP Academy. Donc, on a fait dernièrement un séminaire, je pense au mois de février, sur tout ce qui est économie circulaire, applicable au bâtiment et notamment au niveau des infrastructures routières. Il y a un autre séminaire pour le 11 juillet, prévu le 11 juillet, dont la thématique est les matériaux innovants pour une construction innovante. Donc, on va voir un petit peu le vécu ici au Maroc, avec l'utilisation des matériaux innovants et la projection de ces matériaux au niveau des projets futurs qui sont conçus pour les projets d'envergure pour la Coupe du Monde, surtout la Coupe du Monde 2030. Donc, cette thématique a été choisie parce que, effectivement, comme vous connaissez, la raffinerie Samira a été fermée, je pense, en 2015. Il y avait l'importation libre des bitumes, donc les entreprises qui importent les bitumes, surtout dans le côté méditerranéen. Il y a le côté aussi la mer du Nord. C'est un bitume qui rentre au Maroc. Bien sûr, il est contrôlé par les laboratoires en faisant des essais de routine que vous connaissez, la pénétrabilité, point de ramollissement, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'on connaisse exactement la chimie. Donc c'est une chimie des bitumes qui peut affecter carrément le produit fini, qui est les enrobés, un BBSG, BBME, grave GB4, etc. Donc cette chimie peut affecter les enrobés, surtout la partie vieillissement. Donc rapidement, bon, c'est un séminaire normalement qui dure plus de 48 heures. On aura l'occasion de programmer cette thématique, je pense, au mois de septembre. On va vous aviser dans ce sens. Mais rapidement, on va parler dans cette note technique sur un peu la formation du bitume, comment il est formé, sa chimie, sa composition chimique, qui est très importante, les essais qui se font sur ce bitume, qu'est-ce qui a été fait, les normes en vigueur et l'effet de sa rhéologie au niveau des enrobés. Donc je vais essayer d'être un peu bref et je commence tout de suite la présentation. Donc c'est une matinée technique très courte, partie Lyon routier. Donc on sait qu'un pétrole brut, on peut avoir un pétrole brut qui est léger ou bien lourd en fonction de ses fractions. Les fractions qui constituent ce pétrole constituent les différents composants. Et parfois, dans un pétrole brut, on peut ne pas raffiner un bitume, parce qu'un bitume, on appelle ça, le jargon des pétroliers, c'est ce qu'on appelle un RAT. Un RAT, c'est le résidu atmosphérique. Par contre, un raffinage, il y a des raffineries qui ne raffinent pas le bitume parce que ça ne leur intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est les diluants, les naphtas pour la pétrochimie, les huiles, les aromatiques, etc. Mais le bitume, c'est la dernière portion du raffinage qui peut ne pas intéresser certaines raffineries. Donc la plupart du bitume qui est importé au Maroc, ça vient surtout côté méditerranéen. Il y a la Grèce, Portugal, l'Espagne,
la Hollande et autres. Donc, si on parle de la rhéologie, donc la rhéologie, c'est une branche de la mécanique qui étudie la viscosité et la plasticité et l'élasticité du produit. Donc ça vient de, bon, comme vous connaissez, la mécanique, c'est le MMC, la mécanique des milieux contenus, qu'on connaît très bien. Donc il faut qu'on connaisse très bien la partie rhéologie de ce bitume avant de l'employer. Alors, cette nouveauté en termes des essais, parce qu'en 2004, on faisait quelques essais en 2004, des spécifications au niveau des cahiers de charges, c'était la pénétrabilité et le point de ramollissement uniquement. Mais à partir de 2018, il y avait l'intégration du système, le SuperPave. Le SuperPave, c'est un système américain qui est conçu pour apprécier davantage tout ce qui est partie rhéologie. Et quand on parle rhéologie, c'est le vieillissement du bitume. Le vieillissement, ça peut être à court terme, comme ça peut être à long terme. Parce qu'on sait qu'un bitume, il vieillit depuis sa production jusqu'à son stockage au niveau du raffineur, jusqu'à son acheminement vers le stockiste. Et le stockiste, il est chargé par pipe, par bateau, et du bateau, il est acheminé vers le port de Mohammedia, Oljorf, etc. Donc le vieillissement commence depuis sa production. Le vieillissement, donc c'est non pas de l'oxydation. Plus le vieillissement il est important, plus le changement de son grade. Ça veut dire il va commencer à perdre ses huiles, les huiles qui constituent le bitume. C'est la chose la plus importante. Une évaporation des huiles pénalisera sa qualité. Et quand il est stocké au niveau des bacs de stockage, il faut gérer ce stockage pour éviter son oxydation. Après, il part directement au niveau des postes d'enrobés. Là, il y a une autre oxydation qui est contrôlée par l'essai de RT-FOT que vous connaissez. C'est un vieillissement instantané. Après, au niveau de la chaussée, au moment du compactage, etc. Donc, c'est un autre vieillissement. Autrement dit, il faut qu'on détermine et on calcule le coefficient de vieillissement depuis sa production jusqu'à son utilisation en produit fini et après son exploitation. Donc c'est ça le vieillissement, le vrai vieillissement. Ça veut dire que le bitume, il faut qu'il y ait des caractéristiques aussi importantes pour pallier à ce problème de vieillissement. Donc les effets attendus de l'innovation routière, donc il y a pas mal de paramètres, c'est l'amélioration des caractéristiques, etc., de la qualité. Donc ça, c'est juste pourquoi on est en train de chercher ces caractéristiques. La politique attendue, c'est un établissement d'un programme de l'entretien routier, des aménagements futurs, etc. Donc nous, on est partenaire avec l'association American Society of Civil Engineers des États-Unis. On est en permanence contact avec ces gens. Il y a le laboratoire public de Casablanca. Il y a l'Institut pour tout ce qui est asphalte. Il y a la SFERP par les routes de France. Il y a l'IBEF, bien sûr, pour tout ce qui est partie émulsion, etc. Donc on est en contact. Et il y a l'IDRIM, bien sûr. Il y a l'IDRIM qui publie plus ou moins des thèses quand même très importantes pour la partie rhéologie. Donc le programme est qu'on suit. Donc on va voir un petit peu tout ce qui est Lyon, essai, etc. Les bitumes paraffiniques, les bitumes naphthéniques, les indices d'acide, c'est quoi? Parce qu'on a beau voir un bitume qui est noir, mais en fin de compte, sa composition chimique, elle est très importante pour son utilisation au niveau des routes. Donc le terme pétrole donc, vient donc latin pétra. Donc c'est une huile de pierre. La composition du pétrole brut,
On parle du pétrole brut, donc il y a à peu près entre 84 et 87% de carbone. Les autres, c'est l'hydrogène, donc c'est pour ça que c'est un hydrocarbure. Il y a des résidus comme le soufre, l'oxygène, etc., l'azote, d'autres constituants. Donc ça, c'est du pétrole brut. Bon, il y a le pétrole brut ou bien les hydrocarbures sont constitués par la formule chimique que vous connaissez, le CnH2n plus 2. Donc on voit que plus la teneur en carbone, plus la température d'ébullition, elle est importante. C'est-à-dire la chaîne, elle est quand même plus importante. Il faut plus de température pour la casser. Donc ça, c'est l'hydrogène et la partie covalence. Donc on sait que le carbone il est entouré par 4 atomes d'hydrogène. Donc il y a les liaisons qui sont simples, double, triple ou bien cycliques. Et on parle c'est comme les aromatiques pour la partie cyclique. Il y a ce qu'on appelle dans les hydrocarbures, il y a hydrocarbures saturés et les hydrocarbures insaturés. Ils sont saturés par l'hydrogène. On va voir dans les slides qui suivent. Donc, comme les paraffines sont des hydrocarbures qui sont saturés, et les insaturés, comme tout ce qui est aromatique et autres. Ça, c'est juste un tableau qui montre le nombre de carbone qui englobe un peu les molécules. Donc, on peut voir en bas que plus le nombre de carbone, plus le temps d'ébullition, il est important pour dissocier un peu les molécules. Ça, c'est important de voir. En haut, on peut voir les gaz. Au milieu, il y a les liquides et en bas, c'est les solides. Et notre bitume, il est dans la partie solide. Parce qu'en raffinage, quand on fait la distillation, c'est les gaz qui s'évaporent les premiers. Après, il y a les liquides. Et en bas, c'est le bitume et le fuel. Le fuel lourd ou bien le bitume qu'on appelle le RAT, le résidu atmosphérique. Pour la production, donc on peut voir, il y a un système, le bateau ramène le pétrole brut, il y a un système de dessalage parce que le bitume peut avoir du sel, il faut le dessaler. Pourquoi on dessale? Parce que ça peut corroder les pipes de la raffinerie. Et après, il y a la distillation atmosphérique et la distillation sous vide. Alors, on chauffe à une température donnée pour récupérer tout ce qui est gaz, produit liquide. Et après, une autre distillation sous vide pour récupérer tout ce qui est les naphtas. Les naphtas, c'est la pétrochimie. C'est avec ça qu'on détermine, ou bien on fabrique le PET, le PVC, les polymères, etc. C'est du plastique. Polyuréthane, etc. Et en bas, bon, on peut voir qu'il y a le fuel et le bitume. Donc on peut voir ça, c'est la distillation atmosphérique qu'on a vu, c'est l'évaporation à une température donnée pour chasser les gaz, etc. Et la distillation sous vide, c'est la même chose comme la distillation atmosphérique, mais ça c'est pour avoir les autres produits tels que le bitume et autres. Donc ces compositions, on peut voir qu'un bitume brut, on peut avoir plusieurs produits au niveau des bruts. Donc c'est un produit qui est riche en termes de produits. Il y a les naphtas, il y a les bitumes, le gasoil, le white spirit, les diluants pétroliers, etc. Donc il y a pas mal de produits. Voilà. Donc, par contre, ce qui intéresse les raffineurs, les raffineurs, pour eux, c'est les produits nobles, parce que les produits comme les gaz ou bien les liquides, je ne parle pas des fuels ou RAT, la production et le coût sur l'investissement est plus important que les fuels et le RAT, parce qu'on sait qu'un white spirit, rapidement, il est dans on parle de 15 000 dirhams à 16 000 dirhams la tonne, par rapport à un bitume qui est dans les 6 000 dirhams. Donc lui, il a intérêt de produire plus les produits qui sont nobles et chers que produire un peu bitume. Par contre, ce RAT, le résidu, il y a des gens qui achètent ce RAT, ou bien ils achètent le résidu carrément, que ce soit le fuel ou autre, pour un raffinage.
un raffinage. Le problème qui se pose, ces raffinages, ces raffineries qui produisent uniquement le rat, ils essaient également de récupérer les produits nobles de ce rat-là, c'est-à-dire les résidus atmosphériques. Ils font le raffinage. Au lieu de ressortir uniquement le fioul et le bitume ou autre, ils raffinent de telle manière à enlever carrément la partie noble du bitume. C'est-à-dire qu'ils enlèvent la partie noble, ce qui sont les huiles, les résines, les saturés. Ils te laissent un bitume qui est pauvre en partie maltaine, ce qu'on appelle les maltaines. Et ça, c'est un problème en termes de qualité. Donc, les importateurs qui importent ce bitume-là, il y a des clauses à mettre avant l'achat, des spécifications à recommander au niveau des fournisseurs, qu'on va voir après. Parce que si on parle du port d'Amsterdam, il y a des raffineurs là-bas qui raffinent plusieurs fois un rat pour absorber carrément les produits nobles. Comme ça, ils vous donnent un produit qui est un bitume qui est pauvre. Nous, ici, au Maroc, on reçoit le bitume au niveau du port. On fait les essais. Mais les essais ne sont pas suffisants. On fait une pénétrabilité, effectivement, 540-50 ou bien 580-100. C'est bon. En termes de point de ramollissement, il est dans les 52 degrés, 54 degrés, excellent. Donc le rapport il est conforme. Mais on n'a pas apprécié la partie vieillissement. Parce qu'un bitume qui est pauvre en huile, en maltaine plutôt, il va vieillir rapidement. Et c'est notre souci, c'est le vieillissement. Parce que faire une chaussée, d'accord, on va faire les enrobés à chaud, à 165 degrés, excellent. Le Marshall, le Duriez, c'est bon. Mais la partie vieillissement à long terme, sur 5 ans, 10 ans, peut avoir des problèmes. Bon, ça, on va passer au bitume modifié avec des polymères. Ça, c'est une autre histoire. D'accord? Donc, c'est juste pour vous informer de la partie importation. Il faut faire très attention. Et dans ce sens, on est en train d'établir une commission avec la direction des routes, le CNER et le laboratoire pour pallier à ce problème au niveau de l'importation. C'est-à-dire tout importateur, il est censé nous donner la composition chimique du bitume de son fournisseur. Une composition chimique, on doit savoir le nombre des saturés, des asphaltènes, des résines et des aromatiques. Il faut qu'il nous donne ça. Et chaque composant chimique a un pourcentage. Il faut que ça rentre dans ce pourcentage donné pour pallier à ces problèmes. La commission, elle est en cours. Elle va voir le jour, je pense, au mois de septembre. Et ça peut atténuer un petit peu les problèmes. Distillation fractionnée, donc on peut voir en haut, c'est les gaz qui sont nobles, l'essence, les naphtas. Les naphtas, c'est la pétrochimie. Donc les naphtas, on récupère les naphtas, donc c'est tout ce qui est pétrochimie, et on envoie ça vers une autre raffinerie de la pétrochimie. Donc c'est une raffinerie spéciale naphta, pour produire tout ce qui est produits plastiques, les élastomères, les plastomères, type les EVA, les SBS, les SBR, les PP polypropylène, les PET, les PVC, etc. Donc il y a tout un monde de naphta. Donc c'est une production, c'est une raffinerie spécialisée dans le raffinage des naphtas. Et aussi, il y a des raffineries spécialisées dans la production et le raffinage des rats. Et la raffinerie principale, c'est les gaz, c'est l'essence, etc. Donc si on mélange l'ensemble, on va avoir un pétrole brut. Donc on peut voir le samplon 95, moins de soufre. On peut voir le fioul lourd, le fioul domestique et autres produits. D'accord? Si on mélange l'ensemble, on peut avoir un brut. Donc ça, c'est quelques compositions et produits qui ressortent du brut. Bon, maintenant, on va se focaliser sur la partie bitume. Le bitume est un liant viscoélastique parce qu'il change de comportement. Et ce changement de comportement peut affecter nos chaussées. On doit faire très attention dans ce contexte. Donc, produit bitumineux est décrit comme un mélange complexe. Effectivement, c'est un complexe, c'est un mélange très complexe. De différentes structures de molécules, de carbone et d'hydrogène, d'où vient le nom hydrocarboné. Donc, on sait qu'un bitume pur, c'est un bitume qui n'a pas été touché. Il a été raffiné, on le prend,
directement, c'est un bitume pur, qui n'a pas été touché, il est encore vierge, issu du raffinage, un bitume pur. Les bitumes oxydés, ce sont des bitumes purement oxydés par l'oxygène. Pour d'autres utilisations, on les utilise encore, ces bitumes oxydés. Quand on les oxyde, ils durcissent et on a besoin de ce durcissement dans des cas. Je ne parle pas des routes, bon, d'autres utilisations, telles que l'effet d'étanchéité pour les terrasses ou autres. Bien sûr, l'oxydé, il est dur. Quand on l'oxyde, la pénétrabilité, il descend et le ramollissement, il augmente. Ça veut dire il durcit. Son point de ramollissement, ça prend beaucoup de temps pour qu'il ramollit. Les bitumes modifiés par des polymères, vous connaissez très bien. Ça peut être des bitumes où on ajoute des additifs, des élastomères type SBS, le styrène, butadiene, styrène, ou bien des APP, des atactiques polypropylène. Chacun il a sa fonction. Ou bien EVA. L'EVA, on peut ajouter l'EVA, l'éthylène, vinyle, acétate. On ajoute des additifs à ce bitume pour changer ses caractéristiques. Parce qu'un bitume pur, des caractéristiques, les caractéristiques, ça veut dire à basse température. Si on prend un 40-50 à 0 degré, le moins 1, il peut fissurer. Et à 50 degrés, 52, il peut ramollir. Il y a un ramollissement. Donc c'est ça l'intervalle. Nous, on modifie pour élargir cet intervalle. En additivant des élastomères. Ça veut dire à basse température, il peut aller jusqu'à moins 5, moins 6, moins 10. Et en termes de haute température, il peut avoir un ramollissement un peu important pour changer les caractéristiques. Et l'effet des polymères au niveau des bitumes, c'est qu'une fois on mélange, on appelle ça, c'est le phénomène de digestion. Les polymères, ils digèrent le bitume. Quand ils digèrent, les nouvelles caractéristiques deviennent celles des polymères et non pas du bitume. Donc le polymère, il gonfle à peu près 1000 fois, une gouttelette de polymère, il gonfle à peu près 1000 fois, et il absorbe le bitume et les caractéristiques changent. Maintenant, quand le polymère absorbe, il faut qu'il ait un bon polymère. Ça, c'est un autre dossier. Parce que quand on parle d'un SBS, il est le styrène butadiene qu'on utilise dans les chaussées, autoroutières ou autres, ou bien les aéroports, les plateformes, les pistes aéroportuaires. Ce SBS, il faut qu'on passe au contrôle, parce que là, aujourd'hui, il n'est pas contrôlé. On fait la modification, le produit fini, il est contrôlé, mais la matière première n'est pas contrôlée. Le bitume, bon, on fait les essais de contrôle, mais le SBS en tant que polymère additif, composés par les styrènes et les butadiennes, ne sont pas contrôlés par le laboratoire. Et là, je ne sais pas, est-ce que tout le monde importe du même gisement ou il y a plusieurs? Parce que la partie de gestion du polymère, du bitume par les polymères, est une réaction chimique très importante. Il faut qu'on connaisse le taux du styrène et le taux du butadiene. Plus la teneur en butadiene est importante, plus on a plus d'élasticité. Et on doit connaître ces teneurs. Et dans les fiches techniques des fournisseurs, si on parle, je ne vais pas citer, mais ça peut être Kraton ou autre, ils ne peuvent pas te donner la teneur en styrène et la teneur en butadiene qui nous intéressent. Et là, c'est un point d'arrêt. Si on applique un système qualité de niveau 3, il faut que ça soit un point d'arrêt. Le polymère doit être contrôlé pour connaître le styrène, la teneur en styrène et la teneur en butadiene, parce qu'ils ont des effets importants sur le bitume et surtout la modification et en termes de digestion. Ça, c'est un dossier qui va faire partie du programme, du commission qu'on est en train de monter. Bon, il y a les bitumes fluidifiés par des solvants. On ajoute des fluidifiants au niveau des bitumes pour réduire sa viscosité. Et ou bien, il y a des bitumes fluxés. C'est des bitumes fluxés avec des huiles de fluxage. Comme l'étanchéité, quand on veut faire une feuille d'étanchéité, il y a le bitume 80-100. On ajoute des huiles pour fluxer, pour le fluxer, pour réduire la viscosité. Donc, il y a le bitume pur, bitume modifié, émulsion, bitume fluxé et bitume fluidifié. Fluidifié, c'est la fluidification par des solvants. C'est comme l'émulsion. À l'époque, on faisait le bitume avec le cuitvac.
ce qui est le kérosène. Kérosène avec le bitume, ça donne une émulsion. Donc bitume fluidifié est on peut dire ça que c'est une émulsion. Et là, l'émulsion du bitume, c'est l'eau qui, à jour aujourd'hui, c'est du bitume mélangé avec de l'eau, donc en phase aqueuse. Donc ça, c'est les différents gisements des bitumes. On peut avoir le bitume naturel qui se trouve en surface, parce qu'au niveau des puits, on peut avoir des pétroles bruts qui affleurent en surface, dans les zones de Trinidad, etc. Ou bien il faut forer pour pomper tout ça. Donc, comme on l'a dit, le bitume est décrit comme un matériau complexe, composé de molécules carbone et hydrogène. Et le bitume, on parle d'une miscibilité et on parle aussi de système colloïdal. Le système colloïdal, comme une émulsion de bitume, où il y a le bitume dans l'eau, les gouttelettes de bitume, ils nagent dans l'eau, on parle d'un système colloïdal. Ce système colloïdal, il faut le maintenir stable. Il y a de l'eau, des gouttelettes d'eau, et il y a du bitume. Donc le bitume, il est dispersé dans l'eau, et l'eau, c'est la phase qui est dispersante, c'est elle qui disperse. Le même phénomène s'applique au bitume. C'est le même phénomène qui s'applique au bitume. Le bitume, il est noir, c'est vrai, mais chimiquement, en termes de sa composition, on trouve à l'intérieur des maltaines et des asphaltènes, ou bien les pétrolènes. On parle de pétrolènes, ce sont les maltaines. Alors, les asphaltènes, c'est la partie qui est dure, des molécules lourdes, avec une masse molaire importante. Ils nagent dans une phase maltaine. Les maltaines, on a les huiles qui se trouvent dans le bitume qu'il faut garder. Donc, cette stabilité, on parle d'une stabilité colloïdale. Il faut que les asphaltènes soient stables dans cette phase maltaine en tout temps. Une déstabilisation causera un vieillissement automatiquement. Ça veut dire que quand les maltaines commencent à s'évaporer par oxydation, par les rayons UV, etc., il y a une perte des résines, il y a une perte des aromatiques. Quand il y a une perte, cette fraction asphaltène ne peut pas être, il ne peut pas nager si vous voulez. Le système colloïdal se déstabilise. Quand il se déstabilise, automatiquement il y a un vieillissement. Vieillissement, le bitume devient craquant et en même temps va fissurer nos enrobés. Donc il faut trouver une formule de telle manière à garder cette stabilité colloïdale. Donc toujours, l'ion hydrocarboné, c'est une colle. Le colle parce qu'au niveau des asphaltènes, si on prend la molécule des asphaltènes, ils sont entourés par une résine qui, l'ensemble, il nage dans la partie maltaine. Donc ça, toujours, c'est les maltaines, la partie soft, ou les asphaltènes, c'est la partie hard. Donc, on peut voir la partie saturée et la partie insaturée d'un bitume. Il y a les saturés, les aromatiques et les résines. Alors, les saturés par l'hydrogène, les paraffines. La partie insaturée, qui ne sont pas saturés par l'hydrogène, qui sont très importants en termes de constitution d'un bitume, c'est les aromatiques et les résines. Après, il y a la partie dure qui est asphaltène. C'est elle qui donne la couleur au bitume et c'est elle qui donne la viscosité, surtout au bitume. Donc on peut voir les teneurs de chaque produit avec leur masse molaire, etc. Donc ça, c'est juste un schéma de raffinage qui montre les différentes utilisations du pétrole brut. On peut voir le fuel avec HTS,
haute teneur en soufre, BTS, basse teneur en soufre, etc. Ce qu'on appelle le fuel 7, le fuel 2, qui est riche en HTS. Le fuel 7, c'est du fuel 2 mélangé avec du gasoil. Ce qu'on appelle la BTS, c'est un low teneur en soufre. Alors, cette composition chimique qu'on a vue fait les saturés, les insaturés, qui sont les résines et les aromatiques, et la partie dure qui est l'asphaltène, peut se faire sous un essai qui s'appelle la chromatographie. La chromatographie, vous connaissez, et par le matériel Iatroscan. Iatroscan, c'est un matériel qui fait des coupes au niveau de chromatographie pour connaître un petit peu les différentes compositions. Donc le Sahara, c'est un saturé S, les aromatiques, les résines et les asphaltènes. Alors moi, j'importe un bitume. Moi, je suis contrôleur de bitume. Je veux connaître ce bitume. Ça ne me suffit pas d'avoir la température, la viscosité dynamique Brockfield, etc. Moi, je veux savoir la composition chimique de ce bitume via le Sahara, ce qu'on appelle un triangle de Sahara, pour pouvoir prédire le vieillissement à long terme de ce bitume. Ça veut dire quand les teneurs en chaque composant ils sont stables et exacts selon les caractéristiques d'un bon bitume, je peux dire que c'est un bitume, bien sûr, moyennant d'autres essais. Bon, il n'y a pas que ça. Mais déjà à l'importation, ça va me rassurer. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Donc ça, c'est le bitume. On peut voir les matènes, les asphaltènes, parties aromatiques, etc. C'est juste une composition du bitume. Alors ça, c'est qui est très important. Moi, je pense que je dois exiger un triangle de Sahara. Un triangle de Sahara, c'est un triangle qui montre la position de ton bitume routier par rapport à un triangle, conformément aux teneurs de chaque composant qu'on a vu tout à l'heure. Chaque composant, c'est-à-dire les saturés, les aromatiques, les résines et les asphaltènes. Il faut qu'il ait des pourcentages, il y a un intervalle. Un intervalle bas montre qu'il est pauvre en composants. Donc c'est un triangle de Sahara. Est-ce que le raffineur peut vous livrer ce triangle de Sahara? Difficilement. Difficilement, parce que le raffineur, ça c'est un secret pour lui. Difficilement, parce que vous allez importer, je ne sais pas, 60 000 tonnes, 80 000 tonnes, vous allez exiger un saturé, un triangle de Sahara, difficilement. Par contre, nous, au Maroc, on est équipé par le matériel, le banc d'essai, Iatroscan, pour faire ces essais. Il est, je pense, chez LP2E et chez la société Colas, LCC. On peut avoir ça. Ça nous donne une idée sur le bitume importé. Voilà. Donc ça, c'est pour serrer un petit peu la partie importation. Parce qu'on peut importer, etc. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Alors, j'importe un bitume, je ne fais pas ça, et je contrôle tout ce qui est standard. La pénétrabilité, la TBA, et je fais la viscosité. Quand je trace le graphique de la viscosité, normalement, il doit être linéaire avec la température. Viscosité, température, il doit avoir en tout point linéaire. À 150, il y a une viscosité, 100 centipoises, 200 centipoises, et ça monte. Si c'est un bitume qui est paraffiné, ça veut dire zédine fait la paraffine, qui dépasse les 4,5%, parce que la teneur doit être 4,5%, au moment d'établissement de la viscosité, à une température donnée à 50 degrés ou 40 degrés, la courbe elle va monter et va casser, parce que la paraffine, elle va se ramollir à 50 degrés. Ou là, on peut avoir une chute de viscosité. Donc là, on peut apprécier que c'est un bitume qui est riche en paraffine. Surtout pour la partie viscosité. Riche en paraffine, ça veut dire qu'il est pauvre en résine et sa montée en cohésion au niveau des enrobés, une fois appliquée, sera un peu plus long. D'accord? Donc, parce que la paraffine n'est pas chère. Il augmente 10%, 15% de paraffine. Avec le bitume, tu es bon en viscosité,
à une température donnée, une pénétrabilité à une température donnée, etc. Mais riche en paraffine, ça va affecter un peu tes enrobés, et surtout la partie adhésivité, que ça soit adhésivité passive ou active, entre l'agrégat et le lion autour du granulat. Et ça, ce sont des paramètres qu'on va essayer de serrer aussi sur la partie utilisation des bitumes au Maroc. Toujours le même principe, la composition chimique, etc. Donc maintenant, on parle des bitumes. Il y a des bitumes qui sont paraffiniques, il y a des bitumes qui sont naphthéniques. Les bitumes paraffiniques, ça veut dire riches en paraffine, tout simplement. Il y a des bitumes qui sont naphthéniques. Oups, pardon. Qui sont où il y a l'indice d'acidité, parce qu'on contrôle le bitume naphthénique et les bitumes paraffiniques par indice d'acidité. Cet essai est déterminé par la teneur en hydroxyde de potassium, le KOH. Ça doit être entre 3 à 4 mg KOH par gramme de bitume pour un bitume naphthénique. Plus cette teneur, il varie entre 3 à 4, ça peut aller jusqu'à 6. La montée en cohésion, elle est instantanée. Et en termes de qualité, il est excellent. Donc, le bitume doit être suffisamment rigide pour température élevée de service pour maintenir le squelette granulaire et limiter le fluage des enrobés, permettant d'éviter ainsi le phénomène d'ornirage, etc. Donc le bitume doit être de qualité parce que s'il n'est pas de qualité, il peut fluer. Je ne parle pas du dosage de bitume dans l'enrobé. Ça c'est à part. Je ne parle pas de 5%, 5,5% qu'on va mettre, mais sur sa qualité. Parce qu'un bitume de mauvaise qualité, il peut fluer, il va se décoller du gravillon et de là peut causer des fluages. Bitume paraffinique, il est testé par l'indice d'acidité avec un indice de KOH qui est autour de 2 mg KOH, hydroxyde de potassium par gramme de bitume. Donc ce sont des essais. Alors maintenant, vous allez me dire où je peux trouver un bitume naphthénique. Est-ce que je dois aller à Venezuela pour l'amener ou je pars à l'Irak ou Turquie pour amener un bitume naphthénique? Ou bien, voilà. Non, on doit adapter ce qu'on a. Bitume paraffinique, on doit... la plupart des bitumes qui viennent au Maroc, normalement, 70% sont des paraffiniques. Parce que la côte méditerranéenne, surtout l'Espagne, ils ont le bitume paraffinique parce que le gisement, il est comme ça. C'est un gisement, c'est naturel. Naphthénique, c'est mieux pour les montées de cohésion. Quand est-ce qu'on aura besoin de la montée de cohésion? C'est vrai, au niveau des enrobés. Et quand on utilise les enrobés à couler à froid, les ECF. Les ECF, on a besoin d'un temps de rupture de cette émulsion, 20 minutes, pour lâcher la circulation. Donc, on a besoin d'un bitume qui présente une acidité importante pour lâcher la circulation. Paraffinique, bon, s'il est paraffinique, on doit gérer cette paraffine. Bon, c'est 4,5, 5, 6%, c'est tolérable. Mais une paraffine qui dépasse les 10%, 15%, là, ça, c'est autre chose. D'accord. Donc, l'indice d'acide, c'est un essai qui se fait rapidement, moyennant c'est un essai simple, c'est un mode opératoire très simple. Les facteurs influencent, c'est la stabilité colloïdale du bitume. Donc, la stabilité colloïdale, il est déstabilisé par l'oxydation, mais il y a beaucoup de paramètres. Un bitume surchauffé, au lieu de mettre 165, on ramène un bitume au poste d'enrobé à 160, 170. Quand tu surchauffes au niveau du poste d'enrobé le bitume, il va commencer à perdre sa qualité. Donc il faut gérer un peu la température pour que la stabilité colloïdale soit stable.
Bon, il y a des essais aussi qui se font sur un bitume qu'on connaît très bien, la pénétrabilité à l'aiguille, la température de ramollissement, les points de fragilité phrase. La force ductilité, donc c'est une force de traction. On tire pour voir à quel moment il va se fissurer. Le module complexe, c'est ce qu'on appelle le DSR. C'est un essai issu du SuperPEV des États-Unis qui montre, c'est un essai dynamique, nous donne des résultats sur le cisaillement, la contrainte au cisaillement maximal avec sa déformation maximale. Et l'écart entre les courbes de cisaillement et la déformation, ça nous donne un angle, ce qu'on appelle un angle de phase. Plus l'angle de phase est petit, il tend vers 0, à 0 degré. C'est un bitume qui est élastique. Il répond, il est toujours élastique. Quand l'angle de phase il est au-delà de 0, ça veut dire la fourchette est entre 0 et pi demi, c'est ça, pi demi, il devient visqueux et liquide. Ce sont des paramètres qu'on ne veut pas. Il y a le BBR, c'est un rhéomètre à flexion de poutre. C'est un essai de flexion sur une lamelle de bitume à basse température. Et quand on fait l'écrasement, ça veut dire la partie flexion, on applique une force de deux côtés, plutôt une force centrale avec des appuis. On va voir à quelle température il va fissurer. Et ça nous donne une idée. Il y a une différence entre FRAS et le BBR. Le FRAS, on va voir, c'est un essai de flexion également, sans l'apport d'une force. Il nous donne le bitume fissure à -5, -6. L'autre, il est horizontal et on met une force dessus pour voir la fissuration. Le vieillissement à court terme, c'est le RTFOT. Ça nous donne une idée sur l'oxydation du bitume au niveau du poste d'enrobé, au niveau du malaxeur. Une fois il y a les agrégats qui sortent du tambour, on injecte le bitume. Avec cette température, avec l'air chaud, etc., il y a tout un mécanisme de vieillissement qui peut intervenir. Donc il faut qu'on calcule ça. Il y a des pourcentages à ne pas dépasser. C'est normal, au niveau de ce vieillissement RTFOT, la TBA descend et la pénétralité augmente parce qu'il y a un vieillissement. Il y a le PAV, ça nous donne une idée sur le vieillissement. Ça, PAV, c'est le Pressure Aging Vessel. C'est un vieillissement à long terme. Ça reflète normalement le vieillissement à 10 ans. C'est un vieillissement décennal. Ça nous donne une idée sur le vieillissement du bitume à long terme. Et le PAV se fait après l'essai de RTFOT. On fait ressortir l'échantillon ou bien l'éprouvette après RTFOT et on fait le PAV. Bon, la viscosité dynamique, ça c'est important aussi. Parce que sur le DSR, on fait ressortir la viscosité, on fait ressortir le cisaillement et on fait ressortir la déformation. Pénétrabilité, c'est une aiguille qu'on enfonce. Plus on enfonce, on a la dureté du bitume, sa consistance. On parle d'un 40-50, ça veut dire l'aiguille s'est enfoncée 4 mm jusqu'à 5 mm. Dans le jargon bitume, des pétroliers, on ne peut pas dire 4/5e. C'est 40 dixièmes. Donc 40 dixièmes, on ajoute le 0 et 0, ça donne 40-50. Donc un bitume 80-100, par exemple, l'aiguille s'est enfoncée 8 mm jusqu'à 10 mm. Et on ajoute le 0, c'est les appellations, un grade de 80-100. Donc plus l'aiguille s'enfonce, plus le bitume est mou. Moins elle s'enfonce, il est dur. Et chaque utilisation, on doit avoir le type de grade. Un bitume routier, et on utilise le 40-50, ou bien le 20-30 qui est dur, parce qu'on a besoin d'un module, les enrobés, module de rigidité. Et au niveau de 80-100, on l'utilise parce que c'est un bitume qui est soft, qui n'est pas dur. On a besoin de ça parce que là, une consistance intéressante, surtout pour les feuilles d'étanchéité. Pour faire l'étanchéité, parce qu'on doit mélanger le bitume avec des polymères, avec des huiles. Il faut que le bitume soit soft pour le mélange. Et en même temps, on utilise ça pour les émulsions de bitume. On utilise le 80-100 avec de l'eau
pour avoir une émission stable, avec une miscibilité importante et avec une stabilité colloïdale importante. Parce qu'un bitume dur, on utilise l'émission, il peut se décompter rapidement. Une fois l'émission est stockée au niveau des bacs de stockage, un bitume dur, bien que ça soit miscible, les molécules sont aussi grandes, ils vont se décompter, ils vont partir vers le bas. Il y aura une rupture de cette émission. C'est pour ça qu'on a besoin des bitumes fluides, plus ou moins mous, ce sont des bitumes mous, 80-100, ou bien le 160-220. Ça peut être utilisé au niveau des émulsions. 160-220, ça veut dire que l'aiguille s'est enfoncée 16 mm jusqu'à 20 mm, 22 mm. Donc chaque utilisation, chaque grade de l'utilisation dialogue, qui est très importante. Bien sûr, 40-50, c'est 35-50, parce que la nomination européenne maintenant, on parle de 35-50. Donc ça, c'est pour montrer le ramollissement. Donc c'est une bille qu'on met sur l'anneau avec une température, on chauffe et on voit à quel moment la bille va descendre. Et parce qu'il applique une force sur l'anneau. Quand elle touche le fond, on détermine cette température. Ça peut être 50 degrés, ça peut être 160 degrés, à la hasab l'utilisation. Nous, au niveau des chaussées, pour un bitume pur ou bien pour les autoroutes qui utilisent un bitume modifié, il faut que ce paramètre de TBA doit être au-delà de 75 degrés. 75 degrés, avec un retour élastique également 75 degrés, avec d'autres essais. C'est une exigence. Donc, c'est les polymères qui facilitent cette tâche. Sachant que le bitume pur, le point de ramollissement diallo, il est à peine 52, entre 50 et 52 degrés. Mais eux, ils demandent 75, on ne peut pas faire un bitume pur. Donc, il faut le modifier avec un élastomère correctement, de qualité, avec du butadiène, une teneur suffisante pour avoir cette élasticité, pour atteindre les 75 degrés. Et avoir un retour élastique également important. Donc ça, toujours, c'est le point de ramollissement. La densité relative, c'est important, c'est une densité de bitume. On sait qu'un bitume à 25 degrés, ce n'est pas un bitume à 140 degrés, parce que 25 degrés, il s'approche de 1, 0,1, 25 degrés. Quand on le chauffe à 140, 150 degrés ou bien 165 degrés, la densité descend. On arrive à 0,995, quelque chose comme ça. La densité nous aide la formulation des enrobés et également au niveau des stockistes, les gens qui stockent le bitume au Maroc. Quand le bateau commence à vider ces trucs au niveau par camion vers le stock, le monsieur, il fait le volume du stockage, il a 1400 tonnes par exemple. Il a un volume, puis R carré fois H, il a un volume, il a une densité. Il calcule que ce bac peut être rempli par 1400 tonnes. Mais lui, 1400 tonnes, il a calculé sur une température donnée, par exemple, de 25 degrés. Mais le bitume qui vient par bateau, il est à 150 degrés. Donc, 150 degrés, on m'a dit qu'il y a un déversement du bitume parce qu'il n'a pas calculé correctement sa densité. Et en plus, le bitume foisonne. C'est comme un coefficient de foisonnement. Il foisonne. C'est normal, il foisonne, parce que ça se voit de la densité. Et ces paramètres de foisonnement sont intéressants pour les gens de stockage et des importateurs de bitume et au niveau des postes d'enrobés, etc. La perte de masse de chauffage, bien sûr, ça c'est un essai facile mais déterminant. Pourquoi? Parce que j'ai un bitume, je dois voir sa perte de masse. Parce qu'il est noir, s'il y a des solvants, des huiles ajoutées, les huiles de fluxage, parce qu'un raffineur peut ajouter des huiles de fluxage au niveau du bitume. Et moi, je ne sais pas, je peux faire la TBA, c'est bon, PNL, c'est bon, RT-faute, excellente, mais en termes de perte de masse, ça peut être 7%, 7%. D'accord? On fait entrer le bitume à 110 degrés, je pense, pour une durée donnée, et je fais la masse finale, la masse initiale, masse finale, je vois le pourcentage. C'est un essai déterminant, facile à faire, mais déterminant sur la qualité de ce bitume. Point d'éclair, il faut faire attention à ce point d'éclair, à une température donnée,
il ne faut pas chauffer le bitume à une température qui dépasse le point d'éclair. Un bitume point d'éclair, il est à 240 degrés. On chauffe à 240 à le feu directement. Et à 240 degrés, il y a les huiles, il y a des compositions chimiques du bitume. Il se décompose carrément. Il ne reste que l'asphaltène. Les huiles s'évaporent. Et quand la température de 240 degrés touche ces maltaines, qui sont la partie saturée et insaturée, il y a ce qu'on appelle des gaz nocifs. Des gaz nocifs, l'azote, le NOx, il y a le H2S, le soufre, c'est quand même, c'est important, c'est nocif pour la santé. Et il y a d'autres gaz, le toluène, le benzène, etc. Donc le chauffage doit être bien contrôlé, surtout en mettant des vannes de régulation, des pétessons, etc. pour contrôler la température automatique avec des vannes motorisées pour contrôler cette température. On chauffe à 180, 170, au-delà de 200 par exemple, tu as les gaz qui sortent et deviennent très nocifs. Le point d'éclair, c'est quand on dépasse, toujours c'est la même chose. Le point de feu, c'est quand on dépasse le point d'éclair, pour éviter tout ce qui est incident le bitume, au niveau de poste ou autre. La ductilité, c'est un essai de traction pour déterminer à quel moment il va fissurer. D'accord ? On tire sur un banc d'essai, ductilimètre. C'est le même banc pour faire le rotor élastique. Et on voit à quel moment il va fissurer. Alors, un bitume pur, si on tire, il fissure comme ça. Bitume pur, non modifié. Un bitume modifié, il peut aller jusqu'à le truc là. Un bitume modifié parce qu'il est modifié par élastomère. Un bitume oxydé, comme ça. Il fissure parce qu'il est oxydé. Bitume oxydé, plage température petite. Bitume pur, il est là. Bitume modifié, il est très large. Bien sûr, il est cher. La teneur en paraffine aussi, il faut que ça soit moins de 4,5%. C'est un essai intéressant. On le teste directement au laboratoire. C'est un essai chimique en mettant des additifs chimiques et en même temps par le courbe de viscosité, que ce doit être linéaire. S'il y a une cassure à 30 degrés, 40 degrés, parce que le paraffine, il ramollit à 40 degrés, ça veut dire qu'il est riche en paraffine. Le point de fragilité FRAS, c'est une température de fragilité, la fissuration du bitume à basse température. La solubilité, il faut que le bitume soit soluble dans le trichloroéthylène, etc. La recouvrance élastique, c'est un essai d'élasticité du bitume. Surtout pour le bitume modifié. On exige un rotor élastique pour le bitume modifié à 75 cm, à 75% plutôt, et une TVA de 75 pour tout ce qui est bitume modifié. Maintenant, pour les émulsions qui sont modifiées par des bitumes modifiés, on exige, que ce soit modifié par SBS ou bien par le SBR, par le latex. On ajoute le latex sur le bitume. Il faut qu'il y ait une recouvrance élastique de 50% et une cohésion par force de ductilité, ça doit être au-delà de 1,2 joules par centimètre carré. Et ça ne peut être que par la force de l'additif qu'on ajoute au bitume. Maintenant, on va parler de la rhéologie. La rhéologie est une science des mécaniques des milieux continus qu'on connaît pour tous les types de matériaux. Ce sont des essais américains établis par le SuperPave, également par le SHRP, le State Highway, le R, je ne me rappelle plus, le SHRP, je pense, c'est ça, et SuperPave. C'est un essai qui parle uniquement de sa rhéologie et qui détermine également le vieillissement. Donc le SuperPave fait les paramètres surtout, les principaux paramètres. C'est le DSR, c'est un essai de rhéomètre à cisaillement dynamique.
il y a le BBR et le PAV. Il y a 3. Le DSR, ça nous donne, c'est un bon d'essai qui est riche, c'est un bon d'essai qui est cher également. Ça a été instauré, je pense, parce qu'en 2004, on avait sur les enrobés, on faisait que le Marshall du Riez, mais au-delà de 2004 ou 2006, on a commencé à instaurer les essais d'ornirage, les essais de fatigue et de modules de rigidité de l'enrobé. Et pour la partie bitume, on faisait la pénétrabilité et la TBA. Mais après, on a instauré, là, il y avait l'instauration selon les normes, mais sur des cahiers de charge. Le DSR, surtout pour les marchés les CCTP des autoroutes, le DSR, le PAV suivant des paramètres. Donc le DSR, ça nous donne une rhéologie effectivement du bitume. C'est un essai dynamique. On fait un échantillon avec une rotation sinusoïdale et on trace des courbes. Cette courbe, ça nous donne un coefficient, une contrainte de cisaillement maximale et en même temps une déformation maximale. Alors, le déphasage entre les deux courbes, ça nous donne un angle, ce qu'on appelle un angle de déphasage, delta. Plus ce décalage il est réduit entre la déformation max et la déformation des cisaillements, plus le bitume se comporte d'une façon plus élastique. Et c'est ce qu'on souhaite. Il faut que ça soit élastique pour répondre aux contraintes et la fatigue et l'ornirage de la chaussée. Plus l'angle est plus grand, entre 0 et 90 degrés, c'est-à-dire ça, entre 45 et 50, là, il a viscosité, c'est-à-dire le bitume change de comportement et de consistance. Il peut aller jusqu'à visqueux à liquide. Et c'est un cas qu'on ne souhaite pas. Donc, pour avoir un bitume qui répond à ça, il faut passer par exemple, un bitume dur, un 20-30, il peut répondre à ça. Ou dans les cahiers de charge des CCTP des autoroutes du Maroc, il y a des spécifications qui parlent de G étoile. G étoile, c'est juste la contrainte du cisaillement sur la contrainte sur la déformation. Ça donne un G étoile. Le G étoile sur le sinus delta, ça nous donne à 64 degrés, ça nous donne la partie ornirage. Il faut que ça soit inférieur à 1,1 kPa. Avec ces contraintes et cette spécification, on sait que le bitume ou bien l'enrobé ne va pas ornirer. Avec le G étoile fois le sinus delta, ça c'est le côté fatigue. À 64 degrés, ça nous donne une idée sur sa rigidité qui doit être inférieure à 2,2 kPa. Ça nous donne une idée sur son comportement à la fatigue, d'où le vieillissement. Ça, c'est juste au niveau des CCTP Maroc, plutôt autour du Maroc. Donc, est-ce que tous les bitumes répondent à ça? Modifier, c'est bien, mais on peut modifier avec du SPS et on peut ne pas atteindre ces performances exigées par le CCTP de l'autoroute du Maroc, qui est le G étoile sur le sinus delta, qui doit être au-delà de inférieur à 1,1 kPa. On peut ne pas l'avoir. Pourquoi? Parce que, premièrement, il faut voir cette qualité de bitume et sa composition chimique, comme j'ai dit tout à l'heure, moyennant le triangle de Sarah qui va sécuriser la qualité du bitume, et en même temps sur le bitume modifié qu'il faut fouiner encore en termes de sa composition chimique. Chose qu'on ne fait pas encore, mais il faut qu'on contrôle parce qu'on se base sur la fiche technique du fournisseur. Et c'est pas, bon, on peut avoir plusieurs polymères, des élastomères, c'est vrai, mais il faut qu'on fasse également la détermination des teneurs pour pouvoir répondre à leur rhéologie, moyennant le DSR. Et pour prédire le vieillissement, parce qu'après le DSR, on va passer au PAV. Le PAV, le Pressure Agent Vessel, c'est un essai de vieillissement
à long terme après le RTFOT qui va nous donner une idée sur le vieillissement à long terme, 8 ans jusqu'à 10 ans. Mais c'est la qualité du bitume qu'on insiste, on insiste sur ça surtout sa composition chimique moyennant ce triangle, le triangle de Sarah qu'il faut avoir pour ne pas perdre ses qualités et les huiles. Et il faut gérer également la partie vieillissement depuis son importation ou bien depuis son stockage dans les stocks ici au Maroc, au niveau des stockistes, jusqu'à son utilisation par l'entrepreneur au niveau de son poste. Un bitume qui est stocké très longtemps, c'est-à-dire on parle d'un mois, 2 mois. Si on fait aujourd'hui une pénétrabilité, on trouve que c'est un bitume 40/50. Ça veut dire que l'aiguille s'est enfoncée entre 4 mm et 5 mm. Aujourd'hui, en T1. Alors, T30 ou bien T45 jours. Est-ce que d'après vous, la pénétrabilité reste constante? Ah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce qu'il y a un vieillissement. Parce qu'il y a un vieillissement indirect qui se fait au niveau du stockage, moyennant les évents, moyennant les trous dents, moyennant le renifleur, moyennant pas mal de choses. Un bitume stocké, chauffé pour le maintien, vieillit également. Et ce vieillissement, il faut le prendre en considération, bien sûr, en termes de sa formulation, en termes de son acheminement et l'ensemble. Donc là, il y a une cartographie qui est en train de se faire pour les différents gisements, et les différentes carrières, les différentes raffineries d'importation, pour voir un peu les qualités vraiment qui sont importées ici au Maroc, pour guider un petit peu au moins les importateurs pour le choix d'un bon bitume, et on exigera ses compositions chimiques également. On a beau faire un DSR, un BBR, un PAV respectant, mais à la fin, le vieillissement peut être catastrophe. À part le bitume, il y a les additifs. Les additifs qu'on doit ajouter, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les matérialise, il faut qu'on les recense également pour voir ces additifs de près au niveau des fabricants des bitumes modifiés, etc. Avec le système de maturation, parce qu'on sait qu'un bitume modifié, au niveau d'une machine, il y a le bitume, on ajoute les additifs moyennant un vis sans fin, etc. Il y a un mélange qui se fait à 180 degrés. Après, ça passe par la maturation. Maturation, ça peut prendre entre 4 heures et 8 heures. Et après, il y a l'acheminement vers le chantier. Maintenant, la maturation, pourquoi? Parce que il y a le phénomène de digestion, comme je vous ai dit. Il y a le polymère qui commence à faire la digestion du bitume pour changement de caractéristiques. Dans le cas où il n'y a pas de maturation, dans le cas où on produit et on livre directement, automatiquement, il va avoir un changement de phase au niveau de son stockage sur chantier. Ça veut dire que le polymère, il monte en surface et le bitume reste en bas. Séparation de phase, ça veut dire une hétérogénéité. Et au niveau d'application des enrobés, une fois fini, vous allez voir en présence d'une chaleur, par exemple, on est dans les 30 degrés, on peut voir sur la chaussée qu'il y a une zone qui a ramolli rapidement et d'autres zones qui n'ont pas ramolli parce qu'il y a un mélange correct. Et l'autre partie, il y avait une hétérogénéité, ça veut dire le polymère n'a pas été bien mélangé, un changement de TBA dans la même chaussée. Et ce sont des pathologies. Donc il y a un ensemble de paramètres qui rentrent dans la partie rhéologie. À part le bitume, à part le polymère, il y a la fabrication, il y a pas mal de choses. Donc ça, il faut qu'on le cerne de près, davantage, moyennant cette commission. J'espère qu'il va avoir le jour au mois de septembre, j'espère. Pour éviter les pathologies au niveau de nos chaussées, surtout au niveau de la voie express, etc. Il y avait des choses là-bas. Bon, réométraflexion de poutre, ça c'est un essai intéressant pour montrer un peu la rigidité du bitume.
Toujours, tout ce qui est pave, dessert, etc., la première des choses, il faut avoir une bonne composition. Une fois la composition est figée, la suite pourrait être intéressante. Les essais qui vont suivre, mais la première chose qu'on doit cerner, c'est la chimie et la composition chimique et le mode de fabrication de ce bitume. On aimerait bien avoir un bitume raffiné d'un seul raffineur qui raffine l'ensemble des prestations que avoir un raffineur uniquement bitume. Parce que ce raffineur bitume peut raffiner encore une fois pour ressortir ses huiles, les huiles, et par suite peut avoir des dégradations. Bon, la viscosité dynamique, c'est important pour savoir la viscosité du bitume à une température donnée pour pouvoir tracer cette fameuse courbe qui est linéaire carrément. Il faut qu'on la connaisse. Ça commence de 25 degrés jusqu'à 140, 160 degrés pour son utilisation. RT-FOT également, c'est un essai intéressant qu'on connaît. C'est la détermination de la résistance au durcissement sous l'effet de la chaleur et de l'air au niveau de la fabrication des enrobés. C'est un vieillissement à court terme. Ce n'est pas à long terme. Le long terme, c'est le PAV. Le long terme, c'est le PAV. Le court terme, c'est le RT-FOT. Rolling Thin Film Oven Test. C'est un film mince dans des capsules et on fait tourner en présence de l'eau, de l'air chaud, etc. On teste le vieillissement. Le PAV, comme je vous ai dit, c'est un vieillissement à long terme. Bien sûr, il faut que l'échantillon doit être fait après le RT-FOT. Donc les interactions bitume-agrégat, c'est important parce qu'en fin de compte, il faut que le bitume lie les agrégats, d'où l'adhésivité. Alors cette adhésivité, toujours, c'est chimique parce qu'on a dit que le bitume, il est un système colloïdal entre les maltaines et ces asphaltènes. Au niveau des asphaltènes, ils sont entourés par une résine. Cette résine facilite la colle. La résine est une colle. C'est elle qui donne la colle au bitume. L'asphaltène, c'est elle qui donne la couleur et la densité au bitume. Et la résine, elle est importante pour l'interaction agrégat-bitume-lion. Donc, une fois entouré, il faut qu'on connaisse cette teneur en résine au niveau de sa composition chimique, parce qu'elle va m'aider sur l'adhésivité entre le film du lion et son agrégat. Toujours la même chose, l'interaction. Et bien sûr, parce que le lion, quand on dit lion, ça peut être un bitume, ça peut être un bitume modifié, ça peut être une émulsion, ça peut être un bitume fluxé, ça peut être un bitume fluidifié. Donc, tout ce qui lie les agrégats est un lion. Et c'est la partie adhésion, c'est un phénomène très complexe. Parce qu'on parle de la polarité, ça peut être des cations, ça peut être des anions, il faut voir la polarité, le bitume avec les agrégats, la surface du gravier, est-ce qu'il y a du quartz ou pas, parce que quand il y a présence du quartz, il y a de la présence de la silice, il faut qu'on connaisse la teneur en silice, parce que la teneur en silice, c'est avec ça qu'on fait le vitrage, le verre. Si la présence du silice dans la gravette, l'adhésion peut être un peu méchante, bien que la résine entoure, la teneur en résine, elle est bonne et excellente, qui entoure les asphaltènes, mais toutefois, il ne peut pas y avoir une adhésion. Donc l'adhésivité est un phénomène complexe. Dans ce cas,
de manque d'adhésion, là, on ajoute ce qu'on appelle des promoteurs d'adhésion, des additifs, d'autres additifs qui facilitent la cohésion entre ce bitume et la surface du gravillon. Dans le cas où le triangle Sara montre une perte ou une faiblesse de la teneur en résine et on a en face de nous une présence d'une gravette quartzitique présentant une teneur en silice importante, eh bien, la solution de doper, ça peut ne pas marcher. Parce que le dope, on connaît, c'est un produit, c'est des acides gras qu'on ajoute pour apporter une colle à la surface. Donc, il y a cas par cas. Donc, c'est pour ça qu'on doit connaître ce Sara. Il faut qu'on connaisse la polarité, il faut qu'on connaisse le gravillon. Donc, il y a tout un processus qu'il faut connaître pour pallier à ces problèmes de décollement des gravillons par rapport au bitume, que ce soit adhésivité passive ou bien adhésivité active. Moi, j'aimerais bien à ce que les spécifications demandées par l'autorité du Maroc au niveau de leur CCTP, en termes de G étoile sur le sinus delta et le G étoile fois le sinus delta, soient appliquées également pour d'autres projets. On aimerait bien. Comme ça, on sert la partie rhéologie et partie vieillissement. Maintenant, en Turquie, toutes les routes, 80% de leurs routes, ils sont faites par des bitumes modifiés. Les bitumes modifiés par des polymères ont une durée de vie au-delà de 15 ans, maintenant pas de 30 ans. Ils reprennent la fatigue dans les règles de l'art. L'ornérage, il est bien déterminé, pas de fissuration et autres. Maintenant, pourquoi on a besoin de ce bitume modifié? Le bitume modifié, ou bien quel est l'apport des additifs dans le bitume? Pourquoi on ajoute ces additifs en fin de compte? Ce n'est pas pour augmenter la plage de température uniquement, mais pour éviter la perte des maltaines dans le bitume. C'est une compensation. C'est une compensation du vieillissement rapide des maltaines par oxydation. C'est pour ça qu'on ajoute ces polymères. On garde cette structure un peu colloïdale pour une durée un peu plus longue. Mais il faut qu'on connaisse un peu ce polymère. Donc, on va essayer de discuter ça avec la direction des routes pour voir un peu cet apport des polymères ou des bitumes modifiés dans d'autres routes principales, régionales, etc. Ça coûte un peu cher à court terme, mais à long terme, il y a moins de maintenance, moins de fissuration, moins d'entretien, etc. Donc, on a parlé un peu de vieillissement. Voilà. C'est ça. On a vu un peu les propriétés des granulats sur l'adhésion, le vieillissement du bitume, etc. Donc, en résumé, la chimie du bitume est une science complexe. Il faut qu'on connaisse le gisement, la provenance. Est-ce que c'est un hydrocarbure lourd ou léger? S'il est lourd, vous pouvez extraire le bitume. S'il est léger, il n'y a que les produits à faible teneur en carbone. Il faut qu'on connaisse la composition de ce bitume. Il faut officialiser cette composition en faisant des essais localement
et avoir le triangle des raffineurs. Il faut faire une cartographie de tous les raffineurs qui exportent leur bitume au Maroc. Il faut serrer les essais au niveau des importations, à part les TBA, etc. Il faut aller un peu plus loin. Et prédire la partie vieillissement par l'utilisation des polymères. Faire les essais selon le SuperPave qui a été instauré en 2018, le 2015 je pense. Et le dernier point, c'est en termes de modification, la qualité de la modification, comment on modifie au niveau des usines de modification et en même temps cerner les essais des polymères. Ça, polymère, c'est de l'importation pure à 100%. Et réfléchir à des polymères équivalentes issus de l'économie circulaire. Parce qu'on appelle le crumb rubber. Le crumb rubber, c'est la poudrette de caoutchouc issue des pneus. Les pneus usagés, c'est des bitumes vulcanisés. Ça veut dire que il a été dévulcanisé, ça veut dire on a dessoufré la chaîne moléculaire pour rendre ce bitume plus résistant à la température. Et dans cette poudrette de caoutchouc, il y a présence de 60% des élastomères. Élastomères, ça veut dire les produits thermoplastiques. Donc il faut penser à cette poudrette de caoutchouc pour aider la modification et également aider l'économie circulaire, la partie environnement, parce qu'il y a les pneus qui sont jetés partout, que ce soit au Maroc ou bien à l'international, et faire une filière, c'est-à-dire une usine de broyage de ces pneus en poudrette et pour l'utilisation en bitume modifié. Et ça peut nous coûter moins cher. Ça veut dire en respectant l'environnement d'une part et avoir des performances mécaniques d'autre part, parce que les pneus sont riches en élastomères. Au lieu d'importer un SPS vierge issu des naphtas, un SPS rapidement il coûte dans les 4 000 euros, 4 500 euros la tonne. Par contre, un bitume broyé à base de pneus, ce qu'on appelle le crumb rubber, qui est utilisé à 100% en Inde, elle est dans la moitié du prix, à peu près dans les 2 000 1 500 euros. Et on a vu avec le ministère de Transition énergétique pour encourager cette technique et lancer des filières dans ce sens. Donc on a vu le RTFOT, le PAV, le vieillissement. Maintenant, je vous donne la parole en parallèle parce qu'on va terminer dans quelques secondes. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci, je peux vous répondre. D'accord ? Donc je vais juste passer un peu ces slides. Donc le processus de vieillissement, c'est cyclique, ce qu'on appelle tout ce qui est les parties saturées et insaturées. Après les résines qui s'évaporent et ça donne les asphaltènes quand il y a le vieillissement. Et automatiquement, quand il y a un vieillissement, ça affecte les enrobés, fissurations, décollements. L'adhésion n'est pas correcte. Les fissurations, ça peut être longitudinal comme transversal. Les micro-fissurations, les remontées des fissures, etc. Dans les normes de spécification au Maroc, donc il y a les spécifications du bitume, on peut voir le 20-30, le 40-50, le 80-100, le 160-220,
Ça, c'est la norme marocaine qui régit la plupart des bitumes. Donc ça, c'est une conclusion de la rhéologie, etc. Le bitume, je vais juste... principalement des matériaux. Moi, je pense, on termine. Bon, c'est une thématique qu'on prévoit refaire, mais d'une autre manière, plus détaillée, surtout en termes de DSR, la méthodologie de DSR et la corrélation entre le jet étoile et le module de rigidité des enrobés, parce qu'il y a une corrélation très importante. Quand le jet étoile varie, comment varie également le module de rigidité ou bien le module complexe au niveau des enrobés. Il y a un lien vraiment très important. Le G étoile avec le E. Bon, donc ça, on va essayer de refaire ça. Je pense au mois de septembre, on va vous aviser. Et ça va prendre toute la journée. Je pense à un bon séminaire entre 9 h et 17 h. Ça va être détaillé avec les cours, avec les bancs d'essai, avec une corrélation entre un bon bitume présentant des jets étoiles, c'est-à-dire le cisaillement sur la déformation, par rapport à un module de rigidité qui est demandé sur les enrobés, pour les couches de roulement, etc. Donc ça, c'est une corrélation très importante, sachant qu'il y a un feedback. Il y a déjà des abats qui ont été établis dans ce sens. Il y a un recul quand même. Et on va vous exposer ce recul pour connaître mieux les corrélations, etc. On est sur ça et sur des recherches, autres recherches. Et on va avoir exactement la partie crème rubber, c'est-à-dire la poudre de caoutchouc, utilisée comme modification et son effet par rapport au module complexe au niveau des enrobés. Au niveau des enrobés, comment le comportement se fait et prédire les vieillissements. Donc voilà, je pense que ça va être un résumé de ce séminaire. Le prochain séminaire qu'on prévoit, c'est le 11 juillet, je pense, après la fête. Donc, c'est les constructions innovantes avec des matériaux innovants. Il y a pas mal de matériaux innovants. Ça peut être la fibre de carbone pour les renforcements des structures, les ouvrages d'art. Ça peut être l'intelligence artificielle applicable au niveau des projets routiers. Je ne parle pas du BIM, mais c'est l'intelligence artificielle, l'IA applicable pour les routes et les autoroutes. Comment ça peut nous aider? Comme on va présenter des additifs innovants au niveau des pistes et routes rurales. Il y a des nanotechnologies qu'on ajoute au sol pour avoir une rigidité des sols, des pistes plutôt, des pistes revêtues. L'effet des polymères ou bien des nanotechnologies au niveau des sols. C'est une réaction géotechnique avec les polymères pour avoir plus de stabilité avec un CBR important, avec un module EV2, un module de plaque EV2 qui est important. Et on parlera également de l'intégration de ces modules au niveau du catalogue, moyennant les gens du CNER, etc. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.